Bonjour, je reprends donc ces cours par vidéo pour aborder la dernière phase de mon programme, les années 70, enfin, disons après 1968, la fin des Trente Glorieuses, avec pour point final, enfin, une conclusion catharsique, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République le 10 mai 1980. Dans la vidéo précédente, même si j'ai été interrompu plus rapidement que ce que j'espérais, euh, j'ai tenté de montrer quand même quelques-unes des conséquences à court et à moyen terme des événements de mai 1968. Ébranlement de la position du général de Gaulle, qui apparaît comme n'ayant pas compris grand-chose au déroulé du film, et surtout qui apparaît comme devenu bien encombrant, un vieillard bien encombrant pour les milieux qui jusque-là l'avaient soutenu et qui ont découvert durant ces événements, durant ces épisodes, que d'autres personnes pouvaient tenir la baraque, notamment Georges Pompidou. Deuxièmement, l'ébranlement de la position du Parti communiste qui incontestablement, par choix politique, peut-être responsable par ailleurs, ça c'est un autre débat, en tout cas apparaît comme la force qui a sauvé le régime du général de Gaulle en 1968. Et donc, l'équation politique va tourner autour de comment on contourne et le général de Gaulle et le Parti communiste. C'est ça l'élément central. Le remplacement de Gaulle par Georges Pompidou, moins d'un an après ces événements, et de l'autre côté, la recomposition de la gauche, qui elle prendra beaucoup plus de temps, mais enfin qui en moins de 5 ans aboutira à une révolution culturelle profonde dans la gauche française, c'est-à-dire la création d'un programme commun de gouvernement associant communistes et non communistes, gauche non communiste comme on disait alors, dans un projet de gouvernement pour transformer la société française, un projet pour une législature, en vue des élections législatives de 1973. Mais qui aussi va entraîner le fait que l'on va passer d'une constellation qu'on appelait la gauche non communiste, j'ai parlé de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui regroupait, qui était un intergroupe pour négocier l'unité de la mouvance socialisante. Mais c'est vraiment après 1968, et le symbole en sera, pour aller vite, le congrès d'Épinay-sur-Seine en juin 1971, la création face au Parti communiste d'un parti socialiste qui fasse le poids, pour ne pas dire contrepoids, à l'influence du Parti communiste et qui brise ainsi
la spirale du rejet de la gauche par une partie de l'opinion publique au nom de l'anticommunisme, qui était devenu l'un des arguments rhétoriques traditionnels, et qui résultait après tout de la culture que je vous ai décrite post-1947. Alors, reprenons, si vous permettez, les choses dans les détails. Et oui, et dernière conséquence, une influence beaucoup plus importante des événements de mai 68 sur la culture, sur les médias, sur la formation même d'un certain nombre de personnes qui seront appelées à jouer un rôle extrêmement important et que l'on retrouve aujourd'hui, entre guillemets, comme des cadres d'une forme de pensée parfois, que je trouve moi parfois une pensée unique, mais ça c'est un autre débat. Je veux dire, j'ai évoqué les rôles de Daniel Cohn-Bendit, de gens comme Serge July, d'Henri Weber, qui nous a quittés, victime du coronavirus il y a quelques jours à peine, que Romain Goupil, enfin, de gens qui aujourd'hui sont bien intégrés dans une pensée très, comment dirais-je, très lave plus blanc que blanc, très, voilà, hors de l'Europe, point de salut, enfin même hors de cette Europe-là, les populismes face à bon, alors que bon, le modèle politique me semble contesté et je ne supporte pas personnellement les analyses réductrices sur les populismes. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus profond que cela, mais bon, ce n'est après tout pas le programme que j'ai choisi de vous traiter. Donc, une influence très importante également sur l'enseignement, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, avec la loi sur les universités, la loi d'orientation des universités, sur l'autonomie des universités, loi Edgar Faure, avec l'introduction du système, n'est-ce pas, du contrôle continu par rapport aux examens terminaux, l'idée de la participation des étudiants dans des conseils universitaires dont les noms varieront, mais enfin bon, tout cela, la création d'une université un peu pilote, ouverte y compris aux non-bacheliers, qui sera l'université de Vincennes, et où toute une partie de l'intelligentsia fera ses classes. Après tout, c'est peut-être pas tout à fait négligeable que le département de philo de l'université de Vincennes ait été confié en partie à Michel Foucault. Voilà, une forme de rénovation, l'usage des mathématiques dites modernes. Le fait que les éléments, les humanités traditionnelles vont perdre un petit peu de leur importance. Bon, des conséquences très importantes. Mais pour toute une frange de la population qui a eu peur, je répète, les élections de juin 68, ce sont les élections de la peur. Peur d'autant plus panique que, bien évidemment, l'absence d'alternance politique de par le positionnement du Parti communiste et de la CGT contre ce que l'on appellera par maladresse par moment les forces du désordre, tout cela explique que sur le moment,
les milieux conservateurs, ouf, ouf, on a préservé l'essentiel, et donc, bien évidemment, il ne s'est rien passé. Il ne faut garder de 1968 que l'aspect violence de rue, guérilla urbaine, cocktail Molotov, violence, que l'on baptise après tout de tentative de désordre communiste, ce qui prouve que, bien évidemment, on est dans un discours qui n'a rien compris au film, mais c'est le jeu de la rhétorique politique, jouer de la peur et du mensonge, qui sont les ressorts classiques de ce type de polémique, faire barrage, voilà. Mais ce négationnisme qui réduit les événements de 1968 à une forme de chahut, de contestation, de monôme étudiant, passe à côté de l'essentiel et surtout ne servent qu'à masquer le sentiment de peur profonde, de panique profonde. Oui, la société française, oui, le pouvoir gaulliste ont profondément vacillé. Alors, maintenant, analysons, si vous voulez, cette période 1968-1969 pour comprendre comment le départ du général de Gaulle en avril, le 27 avril 1969, comment ce départ se met en scène et se met en place. De Gaulle a très bien perçu. De Gaulle a très bien perçu et en a tiré tout de suite la conclusion. Je ne peux plus travailler avec Pompidou. La menace, c'est Pompidou. De Gaulle a très bien compris que, avant qu'il ne se ressaisisse fort du soutien de l'armée le 30 mai 1968, il avait totalement perdu pied, qu'il avait failli se noyer. De Gaulle a très bien compris que chacune de ses interventions avait fait un flop fondamental. De Gaulle a très bien compris que il fallait, pour qu'il continue à avoir le minimum de légitimité lui permettant de continuer à remplir son mandat jusqu'en 1972, puisque telle est l'échéance normale de son mandat, décembre 1972, De Gaulle a très bien compris qu'il fallait qu'il introduise un changement profond. Et donc, premier changement, le changement de Premier ministre. C'est pas uniquement un gadget, c'est que Georges Pompidou, qui déjà avait peut-être commencé à voler de ses propres ailes, après tout, il est là Premier ministre depuis 1962. Donc, ça fait 6 ans. Et Georges Pompidou, qui a mené, même ça a été très difficile, une campagne électorale victorieuse en 1967. Ça a été difficile, puisque je vous rappelle, la majorité gaulliste n'a, face à un conglomérat d'opposition, donc ce qui convient aussi à nuancer le résultat, le pouvoir gaulliste n'avait remporté au second tour qu'à une voix de majorité. Et encore une voix venue de l'outre-mer, dans des conditions de vote où la transparence n'était certainement pas assurée à 100%. De Gaulle se sépare de Georges Pompidou. Et donc, De Gaulle n'a pas d'autre choix, se séparant de Georges Pompidou, que de faire entendre
un projet nouveau qu'un autre, en l'occurrence Maurice Couve de Murville, mais là, je veux dire, le caractère, vous me permettez, un jugement personnel, fantasmant du personnage Maurice Couve de Murville, dire qu'il est sinistre, qu'il est droit comme un i, qui est une rigueur totale, et c'est à son honneur. Enfin, c'est pas quelqu'un de très enthousiasmant, on va le dire de cette façon-là. Nouveau Premier ministre, donc Maurice Couve de Murville, aurait bien du mal à figurer une forme de renouveau. Et pourtant, sur le fond, le général de Gaulle va essayer, par un certain nombre de coups d'éclat, de se relégitimer. Et le terrain qu'il choisit est un terrain symboliquement important, c'est le refus de la dévaluation du franc. En effet, la dévaluation du franc apparaît à la fin de l'été et au début de l'automne 1968 comme assez inéluctable, puisque le système financier est caractérisé par un décrochage total entre le franc et le mark, alors que grosso modo, depuis le plan Pinet-Rueff, comme je vous l'ai indiqué, c'était sur des cours à peu près parallèles, 1,3 le ratio, entre un franc et un Deutschmark, que la stabilité monétaire s'était reconstruite. Là, les milieux boursiers, les milieux spéculatifs attaquent le franc parce que tout simplement, à la fois les phénomènes inflationnistes, mais aussi des phénomènes spéculatifs purement et simplement, qui sont très importants à ce moment-là, se produisent au lendemain des acquis sociaux de mai 1968. Il faut bien payer les acquis sociaux, notamment les avantages salariaux, l'augmentation du salaire minimum. La paix sociale a été achetée. C'est ça la logique des accords de Grenelle. Il y a eu la 4e semaine de congés payés. Il y a eu des droits nouveaux pour les syndicats et les travailleurs dans les usines. Enfin, même si je dis que ces accords de Grenelle ont servi à sauver le pouvoir et à faire en sorte que la gauche ne prenne pas le pouvoir, n'est-ce pas? Et en ce sens, trahissent un certain nombre des aspirations du mouvement de mai 1968. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de conquêtes sociales très, très importantes. Quand vous partez en vacances avec les congés payés, vous partez avec Léon Blum, 15 jours. Vous partez une semaine avec Guy Mollet, le Front républicain. Vous partez une semaine avec mai 68. Et vous partez une semaine avec François Mitterrand en 1981. Il s'agit là de choses très, très, très importantes que je ne peux pas passer sous silence complètement. Mais par rapport au plan de refroidissement et de stabilisation de l'économie dont je vous ai aussi parlé, par rapport au dérapage inflationniste, les mouvements de spéculation contre le franc étaient en quelque sorte quelque chose d'assez naturel. De sorte que pour rattraper cela, l'idée de dévaluer le franc
animé beaucoup de milieux financiers. Et le général de Gaulle ne faisait rien pour le démentir. Et donc, au début de l'automne 1968, la dévaluation du franc est tenue pour acquise, même le taux a été négocié. Et alors que cette dévaluation doit être annoncée, l'Élysée du général de Gaulle, donc, fait paraître un simple communiqué qui claque comme un coup de fouet. La politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Corbeille du nom de la bourse ou de la corbeille, qu'on a l'endroit où on hurle les ordres d'achat et de vente dans cette frénésie. Enfin bon. Et là, les milieux financiers qui ont déjà constaté que De Gaulle perdait les pédales en mai 1968, se disent décidément, il faut s'en débarrasser. Il a fait son temps. Et donc, ces milieux financiers vont travailler à une forme d'alternative. Et l'alternative, ben, ils vont la trouver autour de Valéry Giscard d'Estaing et de Georges Pompidou. Et donc, comprenant bien que ces coups d'éclat verbaux ne lui suffisent plus, le général de Gaulle va, à la fin de l'année 1968, tenter un coup de poker. Alors là aussi, est-ce qu'il a tenté un coup de poker pour gagner? Ou est-ce qu'il a cherché une porte de sortie digne de sa fonction, de sa personne, qui serait le désaveu des Français? Et donc, ça, le débat reste ouvert. Il a choisi donc de consulter les électeurs, comme il avait fait durant toute la période algérienne, comme il avait fait sur cette violation des institutions républicaines qu'est le suffrage universel direct pour l'élection présidentielle en octobre 1962, et comme il avait fait chaque fois en gagnant, il va employer la même martingale, comme on dirait au casino, qui est l'organisation d'un référendum. Sauf que là, ça va foirer. Ça va foirer et peut-être qu'il convient de dire quelques mots sur le référendum d'avril 1969. D'abord parce que jusqu'à présent, le général de Gaulle, quand il posait une question par référendum, c'était une question assez simple, basique, claire, dont la réponse doit être complexe. Mais, par exemple, faut-il l'autodétermination de l'Algérie? Faut-il approuver la paix en Algérie? Faut-il élire le président de la République au suffrage universel, direct? Question simple. Là, le général de Gaulle va trouver une question un peu plus alambiquée. Il va proposer de supprimer le Sénat, jugé, que d'ailleurs un jugement de bon sens, jugé une assemblée conservatrice, indirecte, bon. Plus le président du Sénat l'avait quand même soigneusement asticoté en 1962 sur la réforme du principe de l'élection présidentielle au suffrage universel direct, quand le président du Sénat était Gaston Monnerville, qui avait accusé De Gaulle de forfaiture. Forfaiture! Je vous ai donné le texte, je crois, lors du congrès du Parti radical, l'expression tirée du discours de Monnerville dans son discours à Vichy. Bon. Le général de Gaulle pense que le Sénat
ne fait pas l'unanimité comme symbole de modernisation absolue de la politique française. Donc, il tape sur le Sénat. Soit. Et il voudrait le transformer en autre chose. Mais à cette question sur la suppression du Sénat, puisque c'est cela, donc sous le mot réforme du Sénat qui est en cause, le général de Gaulle pose une seconde question, mais vous comprenez, une seule réponse possible, oui ou non, ou deux, qui serait une réforme de la régionalisation, c'est-à-dire une réforme du modèle administratif français. Sous le général de Gaulle, il y a déjà eu des réformes administratives non négligeables, la création des départements de la ceinture parisienne, les Hauts-de-Seine, enfin tous les départements 91, 92, 93, 94, 95, division de départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Bon. Il y a eu donc déjà des réformes institutionnelles importantes. La régionalisation pour pouvoir passer à autre chose, lors même qu'il y a déjà la création de 22 régions de programme qui, parfois de manière un peu bizarroïde, essayent de regrouper des départements pour donner plus d'ampleur, nous dira-t-on, à certains projets. Bon, moi, je suis très rétif sur cette vision-là des régions. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Quand je dis bizarroïde, je veux dire prendre quelques-unes des contradictions. D'abord ma région à moi, la région Midi-Pyrénées, où on a en fait Toulouse, qui va devenir une métropole très importante et très dynamique, mais entourée d'un désert midi-pyrénéen qui associe des départements pyrénéens, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, des départements qui sont plus ouverts vers le Bordelais, comme le Gers, des départements du Massif central, Massif central, comme le Lot ou l'Aveyron, enfin bon, voilà, et qui n'a pas réellement d'unité, qui est extrêmement déséquilibré. On pourrait parler de la division de la Normandie en deux régions, parce que précisément, le fief de Jean Le Canuet, il ne faudrait pas que ce soit un fief politique trop important qui conteste l'autorité du pouvoir central. Donc, Haute et Basse Normandie, je veux dire, où est la logique? Le fait que Nantes ne soit pas dans la région bretonne, alors Nantes, on peut me dire que c'est le débouché de la Loire et pas la Bretagne, mais le petit con d'historien que je suis rappellera que le château d'Anne de Bretagne est à Nantes. Alors, je veux bien que le Parlement de Bretagne soit à Rennes, mais enfin voilà, enfin, il y a un minimum de... Vous comprenez, toute division pose problème. Je ne parle même pas des nouvelles régions créées non, je ne dirais pas de gros mots, donc je ne donnerai pas le nom du Premier ministre de François Hollande, qui a été le symbole de tous les reniements et de toutes les trahisons sur ce sujet-là, mais bon, comme sur d'autres. Voilà. Donc, un référendum, réforme du Sénat, régionalisation. Voilà. Et comme toujours, avec une réponse qui ne signifie pas qu'on s'intéresse à la réforme du Sénat ou à la régionalisation. Après tout, sujet ayant incontestablement un intérêt certain, important. Non. La réponse est oui ou merde à De Gaulle.
Oui ou merde? Oui ou non? Surtout que De Gaulle prend soin de préciser, comme toujours, si c'est non, bye bye, je m'en vais. Et là, tout un conglomérat, je veux dire, l'opposition traditionnelle, ceux qui estiment que 1968 n'a pas eu le débouché, la gauche française, enfin les gauches devrait-on dire, françaises, mais aussi à droite, et qui vont prendre des éléments de justification relativement clairs. Le premier étant, attendez, il y a deux questions, j'ai le droit de répondre oui pour le Sénat, non pour la régionalisation, et réciproquement. Deux questions, une seule réponse. Ne serait-ce que cet argument-là. Alors, dont on peut dire qu'il est un prétexte rhétorique, puisque la question c'est oui ou non à De Gaulle. Et qu'il s'agit d'habiller son refus du général De Gaulle. Je trouve un prétexte. Quand je dis cela, à moins qu'il me manque quelque chose, c'est bien l'argument de Valéry Giscard d'Estaing, patron des Républicains indépendants, l'homme formé par Antoine Pinet, qui a été jusqu'en 1966 le fidèle ministre de l'économie et des finances du général de Gaulle, même lorsque Antoine Pinet a cessé de soutenir le général de Gaulle parce que Antoine Pinet n'admettait pas la solution politique trouvée au conflit algérien. Je ne soutiens pas Antoine Pinet de ce point de vue-là. Enfin, son homme lige, Valéry Giscard d'Estaing, a choisi entre De Gaulle et Pinet, il a choisi De Gaulle en 1962. Même Valéry Giscard d'Estaing, en 1969, choisit de voter contre le général de Gaulle. Je vais m'arrêter là parce qu'après je vais rentrer dans des problèmes insolubles de mise en ligne du fait de l'inégalité et des fractures territoriales de la République. Pour la mise en ligne de cette vidéo, si je dépasse 35 minutes, là, je dois la réenregistrer et réponse niette. Je crois quand même que le général de Gaulle voulait une relégitimation par le suffrage populaire, mais je crois aussi qu'il savait que le corps électoral n'était pas prêt à le lui donner. Et c'est pour ça qu'il a choisi un thème. Peut-être qu'il aurait pu reprendre la participation, sauf que ça avait fait un flop le 22 mai 1968. Que là-dessus, peut-être, il aurait pu avoir une majorité. Peut-être. Et que là, il a tout fait pour que soit on lui donne « Oui, tu continues », mais sans y croire, et sinon, non. Et non, je m'en vais. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et donc à bientôt.